Il existe un malentendu silencieux qui traverse presque toutes les conversations modernes sur la manifestation. La croyance selon laquelle désirer avec intensité équivaut à s'aligner avec la réalité. Dans la philosophie taoïste, cette prémisse n'est pas seulement fragile, elle révèle une incompréhension profonde de la manière dont le monde s'organise. Le Tao ne répond pas à l'insistance, mais à la consonance. Plus l'individu tente de forcer des résultats à partir de l'ego, plus il s'éloigne du flux qui permet l'émergence naturelle des événements. Cette tension entre volonté gonflée et ordre naturel explique pourquoi tant d'efforts bien intentionnés ne produisent qu'un épuisement intérieur. La question centrale n'est donc pas comment manifester davantage, mais comment interférer moins. Le Tao Te Ching décrit le Tao comme ce qui précède le nom, la forme et l'intention, organisant silencieusement toutes les manifestations. Il ne peut être commandé, négocié ou convaincu, seulement suivi. Lorsque cette logique est ignorée, la manifestation se réduit à un exercice de contrôle psychologique déguisé en spiritualité. L'insistance à visualiser des résultats spécifiques révèle une relation anxieuse avec l'avenir et une difficulté à habiter le présent. Dans la pensée taoïste, cette posture est perçue comme un désalignement structurel. Le flux naturel ne s'oppose pas au mouvement, mais rejette la rigidité. Là où il y a excès d'intention, il y a perte de précision. Une grande partie de la diffusion contemporaine du thème associe la manifestation à des pensées positives isolées et des affirmations répétitives. Cependant, la psychologie cognitive démontre que les pensées déconnectées des états émotionnels et des schémas comportementaux cohérents ont un impact limité. L'esprit fonctionne par des systèmes automatiques profondément conditionnés, non par des déclarations occasionnelles. Lorsque ces systèmes demeurent inchangés, le comportement revient au schéma originel. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes répètent des pratiques similaires sans atteindre de résultats comparables. Le problème ne réside pas dans le manque d'efforts, mais dans l'absence de réorganisation interne. La manifestation, dans ce cas, ne devient que rhétorique. Ce décalage génère un effet secondaire récurrent, la frustration silencieuse. En promettant un contrôle absolu sur les résultats externes, on crée une attente irréaliste de causalité directe entre pensée et réalité. Lorsque le monde ne répond pas comme prévu, l'individu intériorise l'échec. L'autocritique s'intensifie et la confiance se fragmente. Un cycle de tentatives, déception et rétraction se forme. Ce cycle n'est pas une erreur morale, mais une erreur conceptuelle. Il naît d'une compréhension superficielle des mécanismes qui régissent perception et décision. Une lecture plus rigoureuse comprend la manifestation comme un processus intégré entre émotion, décision et identité. Ces trois axes opèrent en dessous du niveau de conscience délibérée et façonnent la manière dont l'individu perçoit les opportunités et y répond. Les personnes qui semblent attirées des circonstances favorables possèdent, en réalité, des systèmes internes cohérents. Leur attention est entraînée, leurs réactions émotionnelles sont régulées et leurs choix suivent une logique stable. L'environnement reste le même, mais l'interaction avec lui se transforme. Il n'y a pas de magie, il y a alignement fonctionnel. C'est à ce point que le concept gagne en densité. Dans la tradition taoïste, le pouvoir est rarement associé à l'ajout, mais au vidage. Réduire le domaine de l'ego, de l'anxiété de contrôle et du désir gonflé crée un espace pour une perception plus raffinée de la réalité. Cet état ne produit pas de passivité, mais de la précision. L'action surgit avec moins de conflits internes et une plus grande cohérence externe. L'individu cesse de réagir compulsivement et commence à répondre avec clarté. Ce qui semblait auparavant invisible devient évident. La manifestation, ainsi, ne crée pas d'événement. Elle réorganise la relation avec ce qui est déjà disponible. Solstice naît précisément de ce point d'intersection entre philosophie, psychologie et observation rigoureuse de l'expérience humaine. Cette chaîne s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes cachés qui soutiennent comportement, décision et transformation réelle. Il ne s'agit pas de promesses faciles, mais de structures conceptuelles solides appliquées à la vie quotidienne. Si ce contenu élargit votre lecture de la réalité,
envisagez de vous abonner et de soutenir la chaîne avec votre like. Les petits gestes soutiennent les espaces de réflexion profonde. Ici, l'objectif est d'apprendre à s'aligner avant de tenter d'imposer. En 1973, lors de fouilles à Mawangdui, dans la province du Hunan, des archéologues chinois ont découvert des versions du Tao Te Ching plus anciennes que celles connues jusqu'alors, écrites sur soie et organisées de manière non linéaire. Ce détail apparemment technique a modifié la lecture traditionnelle du texte, car il indiquait que la logique du Tao ne suivait pas une progression causale rigide. La découverte a causé un malaise parmi les érudits habitués à interpréter le Tao comme un système philosophique organisé par des principes séquentiels. Ce qui émergeait là était une logique de fonctionnement, non un manuel d'instruction. L'histoire révèle comment l'esprit cherche l'ordre là où il y a flux. C'est à partir de cette impulsion que commencent de nombreuses confusions sur la manifestation. Des siècles auparavant, dans la Chine de la période des royaumes combattants, l'effort excessif était fréquemment associé à l'effondrement politique et personnel. Les archives historiques montrent des dirigeants qui, en tentant de contrôler tous les résultats, finissaient par accélérer leur propre chute. Le taoïsme émerge dans ce contexte comme une lecture alternative de l'efficacité humaine. Il ne nie pas l'action, mais questionne son origine interne. Lorsque l'action naît de la peur de perdre le contrôle, elle devient désorganisée. Cette logique s'applique tant à la gouvernance qu'à la vie quotidienne. Le Tao propose d'observer avant d'intervenir. Cette observation redéfinit ce que l'on entend par pouvoir. Au fil de l'histoire, les figures associées à la sagesse taoïste occupaient rarement des positions centrales de commandement. C'étaient des conseillers, des ermites ou des observateurs attentifs des schémas naturels. Cette position marginale était une stratégie perceptive. Être en dehors du centre permettait de voir le mouvement complet. Cette distance créait une relation moins anxieuse avec les résultats. Le monde n'avait pas besoin d'être poussé, seulement accompagné. Cette posture contraste avec la mentalité moderne d'optimisation constante. Au XXe siècle, des études en psychologie ont commencé à confirmer empiriquement quelque chose que le taoïsme pressentait déjà. La plupart des décisions humaines ne naissent pas de la délibération consciente, mais de systèmes automatiques façonnés par des expériences passées. Souvenirs épisodiques, émotions récurrentes et croyances identitaires organisent les choix futurs. Lorsque ces structures restent intactes, les nouvelles intentions produisent rarement des effets durables. La répétition de tentatives sans réorganisation interne ne génère qu'épuisement. L'individu sent qu'il fait plus, mais avance moins. Ce désalignement est souvent confondu avec un manque de chance. Il existe un point critique où effort et résultat cessent de cheminer ensemble. À ce point, augmenter l'intensité ne résout rien. Cela amplifie seulement le bruit interne. La tradition taoïste décrit ce moment comme une perte de syntonie avec le cours naturel des choses. Il n'y a pas d'échec moral impliqué, seulement une lecture inadéquate du processus. L'esprit insiste à corriger extérieurement ce qui demande un ajustement interne. Cette insistance crée une confusion entre désir et direction. Le Tao ne répond pas à l'urgence, mais à la clarté. Comprendre cela modifie profondément la notion de manifestation. Lorsqu'on observe des individus qui semblent atteindre des résultats avec moins d'épuisement, le schéma ne réside pas dans l'absence d'action, mais dans la cohérence interne. Émotions régulées, identité stable et décisions alignées créent une continuité comportementale. Cette continuité amplifie la perception des opportunités et réduit les réponses impulsives. L'environnement reste imprévisible, mais l'interaction devient plus précise. Ce qui était auparavant ignoré commence à être reconnu. Cette réorganisation n'est pas visible extérieurement, mais produit des effets cohérents. Ce parcours historique et conceptuel prépare le terrain pour une compréhension plus rigoureuse de la manifestation. Tout au long de ce contenu, ces couches seront explorées avec plus de profondeur et d'application pratique. Lorsque l'individu tente de résoudre le problème de la manifestation en intensifiant contrôle, effort ou auto-affirmation, les effets secondaires tendent à être prévisibles et cumulatifs. On augmente la vigilance mentale, on réduit la tolérance à l'incertitude et on amplifie l'anxiété anticipatoire.
Cet état compromet la qualité des décisions et rétrécit le champ perceptif. Au lieu d'élargir les possibilités, l'esprit commence à fonctionner en mode défensif. L'insistance à penser juste remplace la capacité de percevoir avec précision. Le résultat est fatigue psychologique et perte de cohérence comportementale. Le problème n'est pas le manque de technique, mais l'excès d'interférence. Les approches alternatives qui promettent des raccourcis renforcent généralement la même erreur structurelle. Les techniques déconnectées de la régulation émotionnelle ne produisent que des pics temporaires de motivation. Lorsque l'état interne revient au schéma originel, le comportement suit cette régression. Cela explique la récurrence des cycles d'enthousiasme et d'abandon. Le système nerveux apprend davantage par répétition émotionnelle que par intention consciente. Sans réorganisation physiologique et cognitive, il n'y a pas de changement durable. La pratique correcte commence là où le discours motivationnel se termine. Elle agit à la base du comportement, non à la surface. Une pratique fondamentale est l'entraînement à l'autorégulation émotionnelle, largement étudiée en neurosciences affectives. Elle consiste à apprendre à reconnaître les états émotionnels sans y réagir automatiquement. Cette capacité réduit l'activation excessive du système de menace et améliore la prise de décision. En pratique, cela implique des pauses conscientes, une respiration régulée et une observation corporelle systématique. L'objectif n'est pas de supprimer les émotions, mais d'empêcher qu'elles ne commandent les choix. Cela crée un espace interne pour des réponses plus alignées. La clarté émerge comme conséquence physiologique. Une autre pratique essentielle est la restructuration des schémas attentionnels, étudiée par la psychologie cognitive. L'attention tend à suivre d'anciennes habitudes, renforçant des interprétations prévisibles de la réalité. Entraîner l'attention signifie élargir délibérément le champ de perception. Cela implique de questionner les interprétations automatiques et de chercher des données concrètes avant de conclure. Avec le temps, des opportunités auparavant ignorées deviennent visibles. L'esprit cesse de confirmer uniquement ce qu'il croit déjà. Cet ajustement modifie directement le répertoire d'actions disponibles. La manifestation commence par la perception. La troisième dimension pratique implique l'identité, l'un des facteurs les plus négligés. L'identité fonctionne comme un filtre invisible qui définit ce qui semble possible ou impossible. Travailler l'identité n'est pas répéter des affirmations, mais observer des comportements récurrents. Ce que l'on fait de manière cohérente révèle qui l'on croit être. Ajuster l'identité exige de petites actions cohérentes répétées dans le temps. Ces actions réécrivent les croyances de manière expérientielle. Le système apprend par le faire, non par la promesse. C'est ainsi que les limites internes se déplacent. Ces pratiques fonctionnent parce qu'elles alignent émotion, cognition et comportement sur un même axe. Elles réduisent le conflit interne et augmentent la continuité des actions. Lorsqu'il y a continuité, l'environnement répond différemment, non par magie, mais par statistique. Des décisions plus régulées génèrent des résultats plus prévisibles. Le Tao décrit cet état comme « agir sans forcer ». La science le décrit comme « réduction du bruit interne ». Les deux pointent vers le même principe fonctionnel. Manifester, c'est soutenir la cohérence. Pour consolider cet engagement, il est important de transformer la compréhension en positionnement actif. Une manière simple consiste à déclarer, de façon consciente, l'intention d'aligner les états internes avant d'exiger des résultats externes. Si cette approche a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis d'aligner mes états internes avant de tenter de contrôler les résultats ». Ce geste symbolique renforce l'engagement envers la pratique correcte. C'est ainsi que l'apprentissage cesse d'être abstrait et devient appliqué. La manifestation, lorsqu'elle est analysée à la lumière des traditions spirituelles orientales, cesse d'être un phénomène et devient comprise comme un ajustement fin entre esprit, corps et environnement. Dans le taoïsme, le Tao n'est pas un objet de désir, mais l'ordre sous-jacent qui organise les processus de la vie. Toute tentative de forcer des résultats rompt cet ordre et produit une friction interne. La psychologie décrit un phénomène similaire en observant que les systèmes cognitifs fonctionnent mieux lorsqu'il y a réduction des conflits internes. La convergence entre ces lectures
pointent vers un principe commun. Les résultats émergent avec plus de cohérence lorsqu'il y a alignement interne. La manifestation est donc conséquence, non cause. Dans le bouddhisme, en particulier dans les traditions qui étudient l'origine de la souffrance, l'attachement au résultat est identifié comme source primaire d'insatisfaction. Le désir rigide crée une relation tendue avec l'avenir et déforme la perception du présent. Cette distorsion compromet les choix quotidiens et amplifie les réactions émotionnelles automatiques. La psychologie comportementale observe le même schéma chez les individus présentant un niveau élevé d'anxiété anticipatoire. La focalisation excessive sur le résultat réduit la qualité du processus. Lorsque le processus se détériore, les résultats deviennent instables. Les deux traditions pointent vers la nécessité de lâcher l'excès de contrôle. L'esprit humain fonctionne par schémas appris qui filtrent la réalité. Ces schémas sont formés par des expériences passées, un renforcement émotionnel et une répétition comportementale. Les pensées conscientes ne représentent qu'une petite fraction de l'activité mentale totale. C'est pourquoi les changements superficiels de pensée modifient rarement les schémas profonds. La manifestation efficace exige un accès indirect à ces systèmes automatiques. Cet accès se produit par le biais de pratiques qui modulent émotions, attention et identité. Il ne s'agit pas de convaincre l'esprit, mais de le rééduquer fonctionnellement. La spiritualité taoïste décrit ce processus comme retour à la simplicité. Simplifier ne signifie pas appauvrir, mais retirer les excès qui obscurcissent la perception. Lorsque l'individu réduit les bruits internes, il devient plus sensible aux signaux de l'environnement. L'action commence à surgir au moment adéquat, avec moins de gaspillage d'énergie. La psychologie décrit un état similaire dans des concepts comme flux et autorégulation avancée. Dans les deux cas, il y a intégration entre intention et réponse. Le comportement s'ajuste au contexte sans effort excessif. Cet ajustement est la base de l'efficacité durable. Un autre point central est la notion d'identité comme axe organisateur de l'expérience. En psychologie, l'identité oriente attentes, décisions et limites perçues. Dans le bouddhisme, l'investigation du moi révèle sa nature construite et changeante. Les deux approches indiquent que changer de résultat exige de réviser qui l'on croit être. L'identité rigide restreint les possibilités et renforce d'anciens schémas. Lorsque l'identité se flexibilise, le répertoire d'action s'élargit. La manifestation cesse d'être un événement isolé et devient un processus continu de mise à jour interne. L'intégration entre pratiques spirituelles et preuves psychologiques montre que le pouvoir dit occulte réside dans la capacité à soutenir des états internes cohérents dans le temps. Émotions régulées, attention entraînée et identité fonctionnelle créent une prévisibilité comportementale. Cette prévisibilité augmente la probabilité de résultats désirés. L'environnement répond à des schémas cohérents, non à des désirs occasionnels. Le Tao décrit cela comme agir en harmonie avec le cours naturel. En synthèse, la manifestation peut être comprise comme une réorganisation profonde de la relation entre sujet et réalité. Elle exige moins de croyances et plus de structure interne. Psychologie et spiritualité convergent en affirmant que des résultats durables émergent de processus bien alignés. L'effort se déplace du contrôle externe vers la clarté interne. Ce changement redéfinit le rôle de l'action et du désir. Manifester n'est pas exiger que le monde change, mais devenir capable de mieux répondre à ce qu'il offre. Si tout ce qui a été dit pointe vers moins d'efforts et plus d'ajustements, la question qui demeure n'est pas ce qu'il reste encore à faire, mais ce qui insiste encore à vouloir contrôler. Le taoïsme s'est toujours méfié de l'empressement pour une clôture définitive, car là où il y a clôture, il y a rigidité. Peut-être le véritable apprentissage réside-t-il dans la reconnaissance du moment exact de ne pas interférer. Lorsque l'esprit relâche son urgence, quelque chose se réorganise silencieusement. Cette réorganisation ne demande ni témoin ni validation externe. Elle arrive simplement. La question est de savoir si nous sommes suffisamment attentifs pour la percevoir. Au fil de ce parcours, il devient évident que la manifestation n'ajoute pas de couches à l'identité, mais retire des excès. Chaque concept présenté fonctionne moins comme instruction et plus comme épuration. Le bénéfice d'accompagner cette réflexion
ne réside pas dans des promesses de résultats, mais dans la clarté du processus. La clarté réduit le bruit, et le bruit est ce qui consomme le plus d'énergie psychique. Lorsque le bruit diminue, l'action trouve son rythme naturel. À ce point, effort et efficacité cessent de se faire concurrence. La vie commence à répondre sans être pressée. Il existe un moment spécifique où compréhension et expérience se rencontrent, et ce moment ne peut être forcé. Il surgit lorsque l'esprit cesse de chercher des confirmations et commence à observer avec honnêteté. Le taoïsme appelle cela « retour au simple ». Le bouddhisme appelle cela « cessation de l'attachement ». La psychologie appelle cela « intégration ». Les noms varient, mais le phénomène est le même. Quelque chose s'aligne intérieurement et le monde semble moins hostile. Non parce qu'il a changé, mais parce que la relation avec lui a changé. C'est une épiphanie silencieuse. Le Tao ne s'offre pas comme objet de maîtrise, seulement comme chemin d'observation continue. Toute tentative de conclure définitivement contredit sa nature. C'est pourquoi ce qui se présente est une ouverture, non une réponse finale. Chaque application pratique révèle de nouvelles couches d'ajustement. Chaque couche demande moins de hâte et plus de présence. Le processus reste en mouvement. Et c'est dans ce mouvement que l'apprentissage se soutient. Peut-être la question la plus honnête n'est-elle pas comment manifester mieux, mais comment interférer moins dans ce qui est déjà en cours. Cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement une contemplation récurrente. Elle peut accompagner des décisions simples et des choix quotidiens. Avec le temps, elle commence à orienter la manière dont on réagit à l'imprévu. Le taoïsme ne promet pas le contrôle, mais l'alignement progressif. Cet alignement ne s'annonce pas, il se perçoit. Et seul perçoit celui qui ralentit suffisamment pour le remarquer. Si une idée ici a résonné, il vaut la peine d'observer comment elle se manifeste dans le silence entre une action et une autre. La compréhension la plus profonde surgit rarement dans l'excès de stimulation. Elle apparaît dans les intervalles, dans les espaces non remplis. Partager des expériences peut aider à rendre visibles ces moments subtils. Lire le parcours des autres élargit sa propre lecture. Chaque récit ajoute de la nuance à la compréhension collective. Le voyage s'approfondit lorsqu'il se reflète dans de multiples regards. Cet espace demeure comme une invitation à l'observation continue et à l'auto-exploration sans urgence. Accompagner ce cheminement n'exige ni promesse ni réponse toute faite, seulement une attention soutenue à ce qui se meut à l'intérieur. Si cela a du sens, laissez enregistrer ce que ce parcours a éveillé et comment ces idées dialoguent avec votre expérience. Le partage transforme la réflexion en présence. Et la présence, silencieusement, suit son propre chemin.